Matimba. On poursuit avec vous, docteur Douma. Tout à l'heure, le docteur en faisait justement allusion à l'UEMOA. Mais il y a eu cette semaine encore cette inquiétude après cette sortie justement du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était du côté du Togo, où il a déclaré en fait que voilà, pour le moment, son pays, le Mali, va rester en tout cas jusqu'à nouvel ordre dans l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire que l'UEMOA et certainement le Niger et le Burkina Faso resteront aussi, du moins pour le moment, dans l'UEMOA. Et qui dit UEMOA dit bien sûr franc CFA. Alors, on s'attendait à ce que, lorsque ces pays ont décidé de sortir de la CEDEAO, l'évidence, pour certains, aurait voulu que, voilà, ils sortent également directement de l'UEMOA pour parler effectivement d'une monnaie commune, monnaie unique au sein de l'AES. Est-ce que cela ne peut pas constituer justement un caillou dans la chaussure de ces trois États, le fait de sortir de la CEDEAO, mais de rester membre de l'UEMOA? En rappelant que la CEDEAO est un instrument impérialiste, au visage ouest-africain, ça permet à nos téléspectateurs de savoir, quand nous parlons des implications, de savoir quelles implications sont négatives et lesquelles sont positives. Tout à fait. De quel point de vue? Parce que nous avons toujours décrié le fait qu'il y ait des organisations telles que la CEDEAO prétendant défendre les intérêts des Africains. Mais au moment où on les attend, on découvre leur vrai visage. Le docteur Yam a relevé les sanctions qui ont été prononcées au point d'arriver aux menaces, n'est-ce pas, de guerre. Parce que militaire. Quand on parle d'une menace militaire, c'est que vous êtes prêts donc à faire la guerre contre vos propres frères et sœurs. Oui. Et vous êtes dans une même organisation qui est supposée être une organisation de l'intégration. Oui. Et donc, le sachant, il n'est pas bon de ne pas se réjouir de ce que les États de l'AES aient décidé de sortir d'abord. Tout à fait. De ce panier à crabes. Parce que c'est ça la CEDEAO. Et le fait que ces trois pays sortent par rapport au poids qu'ils représentent dans cette organisation, ou qu'ils représentaient dans cette organisation, fait en sorte que de facto, l'organisation a de sérieuses difficultés. En réalité, la CEDEAO n'existe plus, même sur le plan officiel. Oui. Parce que la sortie, en réalité, fait en sorte que ce ne soit plus la CEDEAO. Okay? Et maintenant, il y a un certain nombre d'implications. Et là, on ne peut pas parler d'implications négatives parce qu'il faut que la CEDEAO disparaisse. Tant qu'elle reste quelque chose qui est au service de l'impérialisme de la France et de l'enquête français, il faut que cette organisation disparaisse. Parce que lorsque mon collègue, le docteur Sango, a parlé de la multipolarité, oui. Évidemment, ça nous rappelait que la CEDEAO est juste un prolongement du seul pôle qui a toujours existé, le pôle américain, prolongement jusqu'au niveau des Africains. Et donc, il faut que ce pôle-là soit affaibli davantage pendant que le deuxième pôle, la Russie et tous les BRICS plus sont en train de naître. Lorsque je l'ai dit, vous voyez, quand on parle de l'intégration économique et financière, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut citer. On va relever la libre circulation des citoyens dans cet espace. Tout à fait. Ok, elle est effective, on peut dire ça. Il y a une carte d'identité qui permet d'aller d'un pays à l'autre sans formalité contraignante. On peut parler de la libre circulation des biens et services. Est-ce qu'on peut véritablement en parler? Je dis non. Je dis non parce que il faut une disparition totale des barrières douanières et fiscales, ce qui n'est pas le cas. Il faut cette disparition, je dis bien totale. C'est-à-dire que si on commerce
au Mali, ça devrait être la même chose que si on commerce en Côte d'Ivoire en termes de conditionnalité, la circulation des marchandises, mais ce n'est pas le cas. Et la deuxième étape, lorsqu'on a fait disparaître ces barrières entre les pays qui prétendent évoluer vers une intégration, une zone d'intégration, c'est de pouvoir fixer ce qu'on appelle un tarif extérieur commun. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans cet espace-là doit être taxé de la même manière, quelle que soit leur origine, pour ne pas mettre les différents pays membres en compétition par rapport à ceux qui ne sont pas des pays membres. Donc, lorsqu'on évolue au troisième niveau, on peut commencer à parler d'un marché commun. OK. La CEDEAO est tout sauf un marché commun, puisqu'on peut aller même jusqu'à la ZLECAf. Nous disons que la ZLECAf, c'est juste un élargissement du marché des impérialistes en Afrique. Parce que nous ne sommes pas capables de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Parce que ça suppose qu'il faut avoir des infrastructures de transformation pour pouvoir développer les secteurs qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Ça signifie également qu'il faut des financements adéquats. Ces financements qui vont nous renvoyer aux fameuses institutions de Bretton Woods. Puisque la Banque mondiale et le FMI. Oui. Et donc, ces institutions qui choisissent ce qu'elles doivent nous prêter et dans quelles conditions ça doit être utilisé. Et donc, qui font que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu décoller dans le développement. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir un marché commun qui va seulement être ravitaillé par les impérialistes, n'est-ce pas? Alors que les Africains sont capables de produire et de commercer entre eux. Donc, lorsque le marché est commun, en ce moment-là, maintenant, on peut parler d'une monnaie commune. OK. Et donc, j'embraye donc sur l'UEMOA, qui a 8 États membres, puisque vous voyez bien que dans la CEDEAO, il y a plusieurs monnaies. Tout à fait. Tout à fait. L'UEMOA, pour bien sécuriser les intérêts, entre guillemets, de la France, n'est-ce pas, regroupe les 8 pays qui utilisent le franc CFA. Qui utilisent donc ces jetons de casino et qui l'utilisent pour servir davantage les intérêts de la France dans la zone. Donc, les choses sont biaisées de manière à ce qu'on ne peut pas évoluer véritablement vers une intégration économique et financière. L'UEMOA n'est pas une zone d'intégration financière. On utilise une monnaie qui ne nous appartient pas, que nous ne fabriquons pas, et qui génère des devises pour celui qui en est le propriétaire, dont la France. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas de banque centrale capable de répondre aux besoins de l'État, parce que même sur le plan public, un État qui a une banque centrale autonome, quand elle a des difficultés, au lieu d'augmenter excessivement les impôts, les taxes, etc., elle se retourne vers la banque centrale pour dire que dans mes besoins, je souhaite que vous preniez en charge telle catégorie de financement. On émet des titres, la banque centrale met les liquidités à la disposition de l'État et, n'est-ce pas, sur la durée, l'État rembourse. C'est ça, une banque centrale. Mais nous n'avons pas de banque centrale, donc ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que dans les pays comme le mien, au Cameroun, vous avez vu la loi des finances 2024, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Vous avez vécu la hausse des prix de carburant à la pompe. Tout à fait. Voilà. Donc, on fait tout pour asphyxier, n'est-ce pas, les citoyens, et généralement, c'est les plus pauvres qui payent davantage, parce qu'il n'y a pas d'instruments, d'institutions adéquates sur lesquels on peut s'appuyer pour alléger les souffrances du peuple. Donc, l'UEMOA et la sortie des 3 États de l'AES, ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que... Vous pensez que c'est stratégique quand même? Oui, exactement. Vraiment, vous avez lu dans mes pensées, ces 3 chefs d'État sont de grands stratèges. Non seulement ils sont de hauts officiers militaires, ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le renseignement, qui ont vécu des choses que nous n'avons pas vécues, mais ces choses les poussent à agir d'une certaine manière. Vous voyez? Donc ils ne font pas des choses parce que ils sont arrivés au pouvoir
nuitamment et qu'on leur a dit qu'il faut faire ci ou ça. Ils ont vécu dans leur chair des choses abominables, ignobles, qui les poussent à agir comme ils sont en train d'agir. Et je suis persuadé que dans leur stratégie, ils vont certainement trouver le temps opportun pour sortir de l'UEMOA. Souvenez-vous qu'ils ont communiqué, ils ont annoncé le communiqué pour sortir de la CEDEAO un dimanche. Effectivement. Merci à vous, docteur Douma. Je vous lance rapidement avant de retrouver certainement le docteur Sango de l'autre côté. Comment on capitalise sur ce retour? Parce qu'aujourd'hui, il est clair et certain qu'il n'y a pas de rétropédalage possible. On a suivi des tractations durant toute la semaine visant entre autres à échanger avec ces dirigeants pour les convaincre à revenir sur leurs décisions. Mais il n'en sera absolument rien. Mais comment on capitalise sur ce retrait pour le transformer en un point de compétitivité et de rentabilité pour les économies des trois pays? Alors, vous savez quand même qu'il y a déjà des échanges entre les trois États de l'AES qui concernent même la monnaie. C'est-à-dire qu'au-delà même des questions économiques, ces États ont déjà commencé à échanger sur des questions de monnaie pour tendre vers une monnaie commune. Ce sont trois États qui ont des sous-sols immenses en termes de ressources naturelles. Et quand on parle de ces ressources, il y en a qui sont minières, il y a l'or parmi ces ressources-là. Et comme l'or reste la valeur refuge la plus vendue, une valeur refuge, c'est celle qui prend de la valeur automatiquement avec le temps. L'or, la valeur de l'or ne baisse pas sur la durée. En effet, l'or ne fait que prendre de la valeur. C'est pour ça qu'on parle de valeur refuge. Et donc, ces États ont ce qu'il faut pour avoir une monnaie qui va leur permettre de créer une banque centrale souveraine et une monnaie qui sera adossée à une valeur refuge réelle. Ça peut même être un panier de valeur. Ça veut dire que ça peut être l'or, ça peut être le diamant, ça peut être l'argent même en tant que métal, etc. Un panier de ressources minières parce que souvenez-vous que le dollar américain, qui est devenu aujourd'hui juste le papier, était indexé à l'or avant 1971. Et donc, depuis que le dollar américain n'est plus adossé à l'or, il est devenu ce qu'il est devenu. On tourne la planche à billets et on exporte l'inflation dans tous les pays du monde où le dollar est utilisé ou imposé. Donc, ces trois pays ont l'opportunité non seulement de créer leur monnaie, mais de l'indexer à l'or pour que véritablement on revienne à ce qui était correct. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a un sous-sol immensément riche. Vous avez besoin d'argent, M. Nguéné, et vous allez demander de l'argent à quelqu'un qui vient piller vos ressources et pour aller les garder chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que les Africains aujourd'hui ont compris que c'est en réalité nous qui avons le vrai argent, pour parler comme au quartier. Ce n'est pas eux. Donc, pour exploiter une mine d'or, je n'ai pas besoin d'aller emprunter l'argent, le papier, pour venir exploiter ce à quoi l'argent doit être adossé. Donc, il suffit que, d'ailleurs, ça, ce sont des choses qu'on développe dans cet ouvrage, il suffit par exemple de tokeniser, n'est-ce pas, mon gisement d'or, c'est-à-dire que chacun prend une part dans ce gisement-là, et puis j'ai une levée de fonds qui n'est pas un endettement, et qui va faire en sorte qu'on exploite le gisement, et tous ceux qui ont contribué à ce qu'on collecte les fonds pour exploiter le gisement ont des retombées sur la durée, et peut-être même à vie. Et c'est vers là que tendent également les pays de l'AES, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être suffisamment riches en termes de conditions de vie des citoyens dans cet espace. Et nous espérons que d'autres pays vont suivre et qu'on va accélérer la mort de la CEDEAO qui en réalité est déjà morte. Merci à vous, docteur Douma. Docteur